Chers wargamers et wargameuses, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à un autre jeu de Mark Simonitch. Pour cette deuxième vidéo de la série que je consacre à cet auteur, je vous présente France 40, dont la deuxième édition est sortie un peu plus tôt en 2024. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à visionner la première vidéo de la série dédiée à Normandie 44. France 40 deuxième édition, éditée une nouvelle fois par GMT, est donc sorti début d'année 2024, c'est la réédition du titre originel sorti en 2014, lui aussi chez GMT. Au programme de cette deuxième édition, quelques corrections et ajustements, dont l'utilisation des QG alliés un peu plus poussée. Pour le contexte historique, le jeu va couvrir l'invasion de la France et du Benelux par les troupes allemandes en mai 1940. Il propose 3 scénarios, Sickle Cut, qui va se focaliser sur la percée des Ardennes et la course à la mer, Dynamo qui va permettre de rejouer l'évacuation de Dunkerque et enfin, nouveauté ici, un scénario combiné permettant de jouer les deux scénarios à la suite. Vous retrouverez dans cette vidéo de nombreux points communs avec celles que j'ai déjà publiées sur Normandie 44. Je m'excuse, mais j'ai préféré considérer que cette vidéo soit les points d'entrée pour chaque jeu et du coup je ne renvoie pas à des points de règle présents dans d'autres vidéos. Et comme d'habitude, on va commencer par un point sur le matériel. Ici, rien de bien original par rapport au matériel présent dans les autres boîtes de la série. Mais en même temps, c'est normal et c'est ce qui fait l'intérêt de cette série, on n'est pas perdu d'un jeu à l'autre. On aura ici 2 cartes de jeu, une pour le scénario Sickle Cut, une pour l'opération Dynamo. Chaque carte est accompagnée d'une fiche détaillant les pions de départ pour chaque camp. Ces fiches sont recto verso, permettant ainsi d'avoir les positions pour chacun des scénarios. Le livret de règles ne fait qu'une vingtaine de pages, scénario compris. On est donc sur un livre condensé et assez bien fait, l'essentiel étant là et accessible. On trouvera évidemment les pions nécessaires pour jouer les deux armées dans nos deux scénarios. En plus des deux armées, on aura aussi les marqueurs utiles pour le jeu afin d'indiquer l'état des troupes, les tours, etc. Enfin, on aura 2 aides de jeu cartonnées d'une double page afin de reprendre toutes les grandes infos nécessaires pour jouer, avec l'étape de combat, les différentes tables liées au combat, la séquence de jeu détaillée et les effets du terrain. Et on n'oubliera pas évidemment le playbook qui vous aidera à prendre le jeu bien en main et proposera aussi le scénario combiné. Et voilà, le tour du matériel est fait. Rien de compliqué, on est clairement sur un jeu Simonitch avec un standard de qualité GMT. Pas de fioriture et du matériel efficace. Pour rester sur le matériel, nous allons commencer par regarder les différentes unités du jeu. Si vous avez déjà joué à un jeu Simonitch, vous ne serez évidemment pas perdu. On distingue les unités en 2 grands groupes, les unités mécanisées et les autres. Regardons ce que nous avons comme information sur un pion. Prenons cette unité, on trouvera la représentation au centre, soit un symbole OTAN, soit une silhouette. On parlera d'unité silhouettée. Pour les Français, si le symbole d'unité est en noir, il s'agit alors d'une troupe nord-africaine. Au-dessus de la représentation, on trouve la taille de l'unité. En haut à droite, soit l'hexagone ou la zone d'entrée, soit le numéro de l'hexagone pour les unités qui commencent la partie sur le terrain. Au centre, à droite, les points d'empilement de l'unité. À gauche, l'identification de celle-ci. En bas, 3 chiffres sont présents. Le premier représente la force d'attaque. Elle est soulignée en jaune pour représenter les unités de blindés lourds. Au centre, la puissance de la défense, soulignée en blanc pour les unités de mauvaise qualité, ou soulignée en rouge pour les unités d'élite, ou écrit en jaune pour les unités de reconnaissance. Et le chiffre de droite indique les points de mouvement. S'il est souligné en noir, il s'agit de troupes qui ne peuvent commencer à bouger que sous certaines conditions. Les règles d'empilement sont assez simples. Dans un hexagone, on ne peut dépasser 7 points d'empilement. Les QG, les forts et toute unité qui n'affiche pas de points d'empilement peut être adjointe gratuitement à une pile. On aura 2 exceptions à cette règle à prendre en compte. La première est celle des divisions. Les unités d'une division empilées ensemble ne comptent que pour 3 points d'empilement. Ainsi, 3 unités d'une division Panzer empilées ensemble comptent uniquement pour 3 points. Ce qui veut dire qu'on peut mettre 2 divisions Panzer sur un même hexagone. Cela représente donc une belle puissance de frappe. L'autre exception est celle des tanks. Une pile peut recevoir gratuitement une unité de tank, avec une silhouette donc, si cette unité a un empilement de 2 ou moins. On pourra dépasser la limite d'empilement temporairement, durant un mouvement, une retraite ou une avance après combat,
mais il faudra que cette règle soit respectée dès que le mouvement en question est terminé. La séquence de jeu est on ne peut plus classique pour un Simonitch. Chaque tour de jeu sera découpé de la manière suivante. En premier un tour allemand, puis un tour pour les alliés. Durant son tour, l'Allemand enchaînera les phases suivantes. Une phase initiale durant laquelle il retournera ses pions d'avion utilisés et placera ses renforts sur les zones conservées. Une phase de mouvement, pour qu'il puisse bouger ses troupes une à une. Une phase de combat, où il pourra déclarer ses combats et les résoudre un par un. La phase de récupération, où les unités avec un marqueur disrupted retrouvent leur état normal, les unités en full retreat deviennent disrupted. Puis la phase de ravitaillement, où on vérifie l'état du ravitaillement pour chaque unité, et on change le statut quand c'est nécessaire. Notez qu'une dernière phase a lieu lors du scénario Cycle Cut, celle des GQG, durant laquelle le joueur allemand placera ses pions GQG pour tenter de limiter le déplacement des unités alliées. Le tour du joueur allié sera similaire, mais au lieu des avions, il retournera ses pions de QG en début de tour. Et en fin de tour, on fait avancer le marqueur de tour et on passe au suivant. C'est aussi simple que cela. Grand classique des jeux de la série Simonitch, comme vous avez pu le voir si vous avez vu ma vidéo sur Normandie 44. Les OC sont un raccourci pour Zone of Control. Chaque unité, ou presque, exerce un contrôle sur les hexagones adjacents à celui qu'elle occupe. Certaines unités ne créent pas de ZOC, il s'agit des QG et des forts. Ces unités sont indiquées par un trait blanc qui fait le tour de leur pion. Les ZOC influencent le mouvement. Toute unité qui entre dans une ZOC doit stopper son mouvement. Une unité qui commence son mouvement dans une ZOC peut la quitter en payant un surcoût de 2 points de mouvement. Elle peut aussi faire un mouvement de ZOC à ZOC. On reviendra sur les logiques de mouvement plus tard. Les unités peuvent aussi former une ZOC bond, un lien qui se crée entre deux ZOC. Seules les piles d'unités en bon état et dont la défense fait au moins 2 points peuvent former une ZOC bond. Ce lien se fait entre elles à travers un hexagone vide ou à travers un bord d'hexagone. Ok, mais ça a quoi comme effet une ZOC bond? C'est plus simple que ça en a l'air. Une unité ne peut entrer dans un hexagone de ZOC bond ou franchir un ZOC bond. Si une unité est forcée de retraiter à travers un ZOC bond, elle est détruite. C'est évidemment ce que l'on cherchera à faire. Le ravitaillement ne peut traverser une ZOC bond. Il faudra donc évidemment jouer fortement sur les ZOC et les ZOC bond durant vos parties afin d'exercer un contrôle sur le terrain. Notez qu'il est possible d'annuler un ZOC bond de bord d'hexagone en possédant une unité de chaque côté. De plus, il est impossible de former un ZOC bond à travers une ville. Enfin, on peut former un ZOC bond de bord d'hexagone avec le bord de la carte, mais pas un ZOC bond d'hexagone. Et notez que contrairement à Normandie 44, ici on ne peut former de ZOC bond avec la côte. Regardons désormais ensemble le fonctionnement du mouvement. Durant son tour, chaque joueur pourra bouger ses unités en les déplaçant soit individuellement, soit par pile. On ne peut bouger la pile suivante qu'une fois que le mouvement d'une pile est terminé. Chaque unité a un nombre de points de mouvement. Si le déplacement a lieu en tant que pile, c'est le mouvement le plus petit de la pile qui servira de référence. Chaque hexagone va coûter un certain nombre de points de mouvement. Le coût des terrains et des déplacements est indiqué sur l'aide de jeu intitulée Terrain Effect Charts. Comme dans les autres Simonitch, vous y trouverez les effets du terrain sur le mouvement, mais aussi sur le combat. Notez que dans cet opus, vous avez aussi le fait d'utiliser les rails pour vous déplacer, comme sur une route. Prenez le temps de regarder la fiche des terrains, c'est important. Et souvenez-vous bien des effets du terrain afin d'utiliser celui-ci au mieux. On rappellera pour les défenseurs l'utilité des fleuves et des rivières. Et sur cette zone géographique, il y en a beaucoup. Les rivières mineures et majeures ajoutent 2 points de mouvement aux unités mécanisées pour les franchir, et les rivières majeures obligent à commencer le mouvement à côté. Cela va donc fortement gêner les Allemands qui vont devoir se concentrer principalement sur du déplacement par route. Une des particularités de ce jeu, c'est l'utilisation de pontons pour traverser des rivières majeures. Derrière ce terme de ponton, aucun marqueur. Il s'agit d'une règle qui veut que si 2 unités d'un même camp occupent les 2 rives d'un fleuve, alors n'importe quelle unité de leur camp peut franchir la rivière majeure sans avoir à commencer son mouvement à côté. C'est tout. Une unité qui sort de la carte d'une manière ou d'une autre est éliminée. On dispose aussi de plusieurs types de mouvements spéciaux. D'abord, 2 types de mouvements assez classiques. Le mouvement tactique permet à n'importe quelle unité de se déplacer d'un hexagone ou deux, mais devra tout de même s'arrêter quand elle traverse une ZOC et ne peut traverser une ZOC band. Et le mouvement étendu qui permet de poursuivre son mouvement, de 2 points supplémentaires pour les unités non mécanisées, et les tanks lourds,
de 3 points pour les unités de cavalerie et de 4 pour les unités mécanisées. Une unité qui utilise ce mouvement ne peut par contre pas devenir adjacente à une unité ennemie durant son mouvement. Elle peut par contre commencer ce mouvement en étant adjacente à un ennemi. Grosse particularité du jeu, le mouvement par rail. Les alliés vont pouvoir utiliser le réseau ferré pour transporter en urgence des troupes sur le front. Chaque tour, ils peuvent déplacer jusqu'à 3 unités par rail, y compris les QG. Une unité choisie sera soit une unité en renfort, soit une unité qui a déjà le marqueur rail dessus, donc une unité arrivée en renfort lors des tours précédents. Pour utiliser le mouvement par rail, une unité doit être en bon état, c'est-à-dire non dispersée, doit commencer et terminer son mouvement le long du rail, et ne peut être empilée sur une autre unité. Le mouvement par rail donne la possibilité de se déplacer de 15 hexagones de rail, mais ne peut s'approcher à moins de 4 hexagones d'une unité allemande ou d'une ville contrôlée par les Allemands. Pour charger une unité dans le train, celle-ci ne doit pas être dans la limite des 4 hexagones d'une unité allemande, et elle peut effectuer un mouvement tactique jusqu'à 2 cases pour atteindre une ville ou un hexagone d'entrée. Si les unités doivent être dans une ville ou un point d'entrée pour se charger dans un train, elles peuvent en descendre n'importe où sur les rails. Une gare n'est pas nécessaire. Quand une unité termine les mouvements par train, on retire le marqueur de train et on place un marqueur disrupted. Une unité en cours de transport ferroviaire ne peut attaquer et voit sa défense réduite à 1, et elle ne bénéficie pas des bonus du terrain. C'est donc à prendre en compte pour ne pas perdre inutilement des troupes en voulant aller trop loin et trop près de l'ennemi. Maintenant que nous avons vu comment déplacer nos unités, nous allons pouvoir voir pour lancer des combats. Un combat est volontaire. Une unité peut attaquer et ne pourra le faire qu'une seule fois, à l'exception du combat de percée que nous verrons plus loin. On cible un hexagone dont toutes les unités se défendent et on indique ensuite quelle unité attaque. Celles-ci peuvent provenir de plusieurs hexagones. Une fois les unités attaquantes déclarées, on va calculer les puissances d'attaque et de défense. On calcule le ratio, en arrondissant la valeur inférieure, et on se réfère à la table de combat. L'attaquant puis le défenseur annoncent s'ils appliquent un soutien aérien ou de QG. On détermine ensuite si les bonus de QG et les qualités de troupes s'appliquent. Notez qu'on ne pourra dépasser 40 points d'attaque et 20 en défense. Tout point supplémentaire est perdu. La limite en attaque s'applique avant une éventuelle division par 2, alors que la limite en défense s'applique après un éventuel doublement ou une division par 2. La défense est donc ici un peu avantagée. L'échelle de ratio n'est pas infinie. Un combat de moins de 1 contre 3 n'est pas autorisé, et tout combat de plus de 7 contre 1 sera résolu dans la colonne 7 contre 1. On vient de parler de division et de multiplication, voyons voir les règles là-dessus. Une unité attaquante ne peut voir sa force divisée par 2 qu'une seule fois. De même, une unité en défense ne peut être doublée qu'une seule fois. La valeur de combat d'une unité est divisée par 2 si elle attaque à travers une rivière majeure ou dans un hexagone de la ligne Maginot, si elle attaque depuis un hexagone restreint, si elle défend en étant disrupted, et si elle attaque en étant marquée comme out of supply. Une fois qu'on a la force de combat finale pour l'attaquant et le défenseur, il est possible de déterminer le ratio de combat. On va alors contrôler les différents décalages qui peuvent avoir lieu. On aura ainsi le décalage de tank, si le terrain le permet et que le camp d'en face n'a pas de tank. Un décalage en faveur de l'allemand si le joueur a utilisé un support aérien, limité à 1 par combat, à part durant le premier tour. Un décalage en faveur des alliés si le joueur allié a utilisé un QG, limité à un support de QG par tour. Un décalage d'élite pour l'allemand si dans sa pile se trouve à la fois une unité d'élite d'infanterie et une unité d'élite de tank. Cela rajoute donc un décalage aux divisions Panzer, et celui-ci même si le terrain interdit le décalage de tank. Un décalage si toutes les unités de la pile sont de mauvaise qualité, indiqué par la défense soulignée en blanc. Un décalage systématique avec les tanks lourds français, même si les tanks en face sont censés annuler ce bonus. Je reprends. On calcule les puissances d'attaque et de défense, en n'oubliant pas les maximums possibles. Cela nous donne le ratio, la colonne que l'on va utiliser sur le combat result table. On applique ensuite les décalages annoncés ou imposés par le terrain ou les unités. Une fois ces décalages calculés et appliqués, on sait dans quelle colonne le combat va se dérouler et l'attaquant jette un D6. Il ne reste plus qu'à appliquer le résultat du combat. La table de combat indique pour chaque résultat ce qui va se passer. On applique donc les pertes éventuelles, puis la retraite si elle a lieu. Nous allons voir ça dans le chapitre suivant. Lorsque le résultat du combat indique une retraite, il est parfois possible de conduire une défense déterminée à la place de la retraite. Pour ce faire, on doit désigner une unité de la pile qui conduira cette défense déterminée et subira d'éventuelles pertes. On regarde le terrain où se situe le combat, cela détermine la colonne et les résultats de cette défense déterminée. Il est plus facile de s'accrocher à un terrain accidenté et à des fortifications qu'à une plaine.
Le défenseur jette alors 2 dés, applique les éventuels modificateurs liés à la qualité de la troupe sélectionnée, le résultat du combat et de possibles soutiens d'aviation ou de QG. On applique alors le résultat obtenu de ce nouveau jet. Le défenseur et l'attaquant peuvent tous les deux prendre des pertes. En cas de succès de la défense déterminée, le défenseur ne retraite pas. Notez que si le défenseur réussit son jet, mais il perd le dernier step de son unité et que l'hexagone devient vide, l'attaquant peut alors uniquement occuper celui-ci. Petit détail, s'il y a un fort sur la case, c'est lui qui doit automatiquement prendre la direction de la défense déterminée. Si le défenseur ne conduit pas de défense déterminée, ne souhaite pas le faire ou échoue à le faire, on conduit alors à la retraite de la pile qui a perdu le combat. C'est en vérité assez simple. La longueur de la retraite est indiquée par le résultat de la table de combat. Elle sera de 2 ou de 3 en fonction du résultat. Les unités en une même pile peuvent se séparer durant la retraite, mais chacune va devoir respecter les guides fournis pour accomplir la retraite. Par ordre de priorité, on suit les guides suivants. Une unité en retraite ne peut jamais entrer dans le même hexagone plusieurs fois, ni faire un zigzag pour raccourcir sa retraite. Si possible, on passera par un chemin qui n'applique pas de perte supplémentaire ou de destruction de l'unité. Une pile de retraités de X hexagones. Dans le cas où c'est impossible, elle perdra un step en plus par hexagone qu'elle ne peut pas atteindre. Si plusieurs chemins de retraite existent, il faut donner la priorité à ceux qui mettent l'unité à portée de ravitaillement. Une unité a le droit de terminer sa retraite en dépassant la limite de stacking, mais la limite devra être atteinte à la fin de phase de mouvement suivante du joueur qui possède ces unités. Dans certaines conditions, les unités qui retraitent sont éliminées. Cela concerne les unités qui retraitent en dehors de la carte ou dans un hexagone qui leur est interdit normalement. Celles qui retraitent dans un hexagone occupé par une unité ennemie, celles qui retraitent à travers un Zoc Bond, celles qui retraitent à travers les deux Zoc ennemis consécutives, celles qui retraitent dans une Zoc non contestée, autre que le premier hexagone de retraite, celles qui retraitent à travers un univers majeur, même s'il y a un pont, et enfin, celles qui terminent leur retraite dans une Zoc ennemie. Dans ce cas, elles ont le droit à un hexagone de plus si cela les sauve, et cela n'entre pas en contradiction avec les points au-dessus. Comme vous pouvez le voir, cela fait donc pas mal de possibilités de perdre une unité durant la retraite, et vous pouvez être certain que votre adversaire va jouer là-dessus, notamment sur les Zoc Bonds, pour canasser vos troupes et les écraser avec une simple retraite. Il est temps désormais de parler de la défense désespérée. Une unité peut conduire une défense désespérée si elle doit être détruite en cas de retraite, ou si elle défend un port dont la perte lui ferait perdre son ravitaillement. Au lieu de conduire une défense déterminée, on conduit une défense désespérée. Avec la même logique, on choisit une unité qui va diriger cela, et on va jeter des dés de défense déterminée, autant de fois que nécessaire pour atteindre un succès. À chaque échec, on prend les pertes indiquées et on recommence. S'il y a plusieurs unités, on peut ainsi continuer jusqu'à ce que l'on réussisse ou qu'il n'y ait plus du tout d'unité à sauver. Revenons à notre retraite. Une unité peut s'arrêter avant la fin de sa retraite si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies. Elle doit avoir retraité d'au moins un hexagone. Elle est entrée dans une ville contrôlée par son camp ou dans une fortification pour les alliés. Il ne s'agit pas d'une Zoc ennemie, sauf si une unité de son camp se trouve déjà dans l'hexagone et annule le Zoc. Le contrôle des villes sera donc important pour sauver vos unités en retraite. Enfin, pour finir, que se passe-t-il quand on attaque une unité qui a déjà retraité ce tour-ci ? On n'ajoute pas sa défense à la force de défense, et si elle doit retraiter, elle est éliminée sans autre forme de procès. Pour récapituler, votre unité devra retraiter si c'est indiqué par le résultat du combat. Dans certains cas, elle pourra conduire une défense déterminée, voire désespérée si nécessaire, pour tenter de rester sur le terrain, au risque de prendre des pertes. Si elle retraite, elle devra au maximum éviter les trajectoires lui causant des pertes. Si l'unité qui était attaquée a retraité ou a été détruite, les unités qui participaient au combat peuvent alors faire une avancée indiquée par le résultat du combat. En plus des unités qui ont participé au combat, les unités qui étaient empilées avec elles peuvent aussi faire une avance après combat à condition qu'elles soient en état de le faire. Cela ne concerne donc pas les unités ayant déjà combattu ce tour-ci ou s'étant déplacées avant le combat. La taille de l'avance après combat est indiquée par le résultat du combat. Mais notez qu'il y a des limites en fonction du type d'unité. Les unités mécanisées peuvent avancer jusqu'à 4 hexagones si le résultat du combat le permet. La cavalerie pourra, elle, avancer de 3 unités. Toute autre unité combattante sera limitée à 2 hexagones. Si le résultat du combat était un échange et que l'unité en défense est éliminée, on a alors droit à une avance limitée. Cela veut dire qu'une ou plusieurs unités ayant pris part au combat peuvent occuper l'hexagone laissé libre par l'unité détruite. Et c'est tout, on ne va pas plus loin. Dans les résultats, l'avance après combat peut se faire dans n'importe quelle direction
en respectant la limitation de mouvement habituelle. On s'arrête en entrant dans une zoc, on ne franchit pas un zoc bound. La seule exception est si on se positionne dans l'hexagone laissé vacant par l'unité qui a perdu le combat, même si c'est un zoc bound. Toute avance après combat peut être transformée en combat de percée. Il faut pour cela suivre la procédure suivante. En 1, on commence par indiquer quelle pile servira pour ce combat de percée. On l'appellera le groupe de percée. On conduit l'avance après combat du groupe de percée et on résout immédiatement le combat de percée. Les autres unités ayant participé au premier combat peuvent alors faire leur avance, mais n'ont pas le droit à leur tour de faire un combat de percée. Un combat peut donc déboucher sur un unique combat de percée. Il faut donc intelligemment l'utiliser pour exploiter le résultat du premier combat. Évidemment, quelques restrictions s'appliquent au groupe de percée. Celui-ci doit respecter la limite d'empilement. La coopération interalliée s'applique. Nous y reviendrons. Seules les unités ayant participé au combat peuvent prendre part à ce combat de percée. Ensuite, le groupe de percée doit cibler une pile adverse, qu'il puisse atteindre, y compris celle qui aurait retraité du combat précédent. Il peut évidemment cibler une unité avec laquelle il est déjà au contact. Pour lancer le combat, l'attaquant doit dépenser 1 ou 2 hexagones sur son avance d'après combat. S'il dépense un hexagone, il subira un décalage de 2 dans le combat. S'il dépense 2 hexagones, alors il ne subira qu'un seul décalage. S'il ne lui reste pas assez d'hexagones dans son avance, il ne peut évidemment pas lancer de combat de percée. À vous donc de calculer finement. Durant le combat, on applique les décalages habituels du combat pour le défenseur et l'attaquant, et on ajoute le décalage du combat de percée. On ne peut par contre pas utiliser de soutien de QG ou de soutien aérien, sauf si le défenseur avait déjà un soutien aérien lors de ce tour. Si le combat de percée n'élimine pas sa cible ou force uniquement le défenseur à retraiter, alors l'avancée s'arrête là. Mais, en cas de victoire, l'attaquant peut poursuivre son avance en tenant compte du nombre d'hexagones qui lui reste après sa première attaque. Le combat de percée ne donne pas droit à une nouvelle avance après combat. Il n'y a pas obligation d'occuper l'hexagone où se trouvait le défenseur, mais notez qu'y bouger est gratuit pour l'attaquant. Si le groupe de percée se retrouve dans une zoc ennemie et qu'il lui reste encore des points de déplacement dans son avancée initiale, il peut alors recommencer un combat de percée. Le combat de percée est donc à utiliser de manière intelligente. Étant donné le coût en hexagone que cela représente pour la poursuite, on favorisera donc les unités mécanisées, plus à même d'investir 2 hexagones dans leur combat de percée, et ainsi de conserver des chances acceptables pour le combat suivant. Cet enchaînement combat plus combat de percée, s'il est un peu dangereux et risque d'exposer vos meilleures unités à des contre-attaques, peut vous permettre de créer une brèche dans le front adverse et vous ouvrir la voie vers vos objectifs. Ce sera donc un atout précieux, notamment pour l'Allemand avec ses divisions Panzer mobiles et puissantes. On a parlé plusieurs fois de ravitaillement. Durant la phase de ravitaillement du joueur en cours, on va vérifier l'état de ravitaillement de toutes ces unités. Pour être ravitaillé, une unité doit pouvoir tracer une ligne de ravitaillement jusqu'à une source de ravitaillement. Dans le cas contraire, elle est out of supply. Elle reçoit un marqueur out of supply, ou si elle l'était déjà, le marqueur est retourné sur sa face rouge. Les sources de ravitaillement sont indiquées par scénario. Par exemple, dans le scénario Cycle Cut, les unités allemandes ont pour source de ravitaillement les points d'entrée A, B, C et D, alors que les alliés ont eux les points d'entrée W, SE, S, E, N et X. Ainsi que le fait de pouvoir tracer une ligne jusqu'à 3 villes contrôlées par les alliés. Une ligne de ravitaillement est une succession non interrompue d'hexagones, partant d'une unité, passant ensuite par un nombre d'hexagones sans route jusqu'à des routes, et de là jusqu'à une source de ravitaillement. La portion pour atteindre une route obéit à quelques règles strictes. Elle ne peut faire plus de 5 hexagones de long, et on compte les forêts profondes et les marais comme 2 hexagones. Elle ne peut traverser un hexagone occupé par l'adversaire. Elle ne peut traverser un zogband. Elle ne peut traverser une ville contrôlée par l'adversaire. Et elle ne peut traverser 2 isocs consécutives ou une isoc non contestée. Pour la portion de route, on applique les règles suivantes. Il n'y a pas de limitation de longueur. Elle ne peut entrer dans un hexagone occupé par l'adversaire. Elle ne peut traverser une zoc adverse non contestée. Et elle ne peut traverser une ville contrôlée par l'adversaire. Et évidemment, elle ne peut non plus traverser une zogband. Les limitations pour ces 2 portions de la ligne de ravitaillement demanderont donc un peu de calcul et de vérification, mais sont extrêmement importantes car cela influencera sur vos mouvements. La moindre troupe, y compris une petite troupe,
pourra ainsi bloquer une ligne de ravitaillement, mettant vos unités en difficulté. Une unité qui n'a pas une ligne de ravitaillement est donc marquée comme out of supply, et ce marqueur out of supply est retourné sur la face rouge s'il l'avait déjà au tour d'avant. Je parlerai juste après de l'impact d'être non ravitaillé. Une unité dont le marqueur de non-ravitaillement est sur sa face rouge et qui est au contact avec une unité adverse va devoir jeter un jet d'attrition, sauf s'il s'agit d'un QG, si elle arrive à tracer une ligne de ravitaillement dont la portion sans route est de plus de 5 hexagones, ou s'il s'agit d'un fort empilé à côté d'une autre unité du même camp. Si l'unité doit jeter un jet d'attrition, son jet pourra être modifié de la manière suivante. Plus 2 si elle arrive à tracer une ligne de ravitaillement jusqu'à un fort ou une ville sous son contrôle. Plus 1 si elle arrive à tracer une ligne de ravitaillement de n'importe quelle longueur jusqu'à un de ses QG, et ce n'est pas cumulatif avec le premier point. Plus 1 s'il s'agit d'une unité d'élite, et à l'inverse moins 1 s'il s'agit d'une unité de mauvaise qualité. Si le jet modifié par les modificateurs que je viens de lister est supérieur ou égal à 5, alors l'unité ne perd pas de pas. Dans le cas contraire, on lui enlève un pas, et cela peut la détruire. Revenons sur les unités en elles-mêmes et surtout sur leur état. Une unité est considérée par défaut comme étant en bon état. Good order, dans les règles. Mais il y a d'autres états qui surviennent et qui ont un impact, je vous les présente juste ici. Out of supply. Une unité qui n'est pas ravitaillée subit les contraintes suivantes. Elle ne peut se déplacer qu'avec des mouvements tactiques. Sa force de combat est divisée par 2. Elle ne peut faire une avance après combat que de 2 hexagones maximum. Et elle ne peut recevoir de remplacement. Une unité disrupted souffre des effets suivants. Elle conserve une ZOC mais ne peut former de ZOC bond. Elle ne peut utiliser que du mouvement tactique et ne peut utiliser le mouvement de rail. Elle ne peut attaquer et voit sa force divisée par 2. Une unité de tank conserve malgré tout son décalage. Et s'il s'agit d'un QG, il ne peut apporter son soutien. Une unité est en full retreat, en retraite complète, et cela possède un avantage par rapport aux unités disrupted. Elles peuvent se déplacer de leur mouvement complet, faire un mouvement étendu, et ne pas payer le surcoût de 2 mouvements pour quitter une ZOC ennemie. Mais cela vient aussi par contre avec les effets suivants. Elles n'ont plus du tout de ZOC. Elles n'ont pas le droit d'entrer dans une ZOC ennemie, sauf si celle-ci est annulée par une unité du même camp, qui n'est pas en full retreat. Elles ont une valeur de combat de 0 et ne peuvent évidemment pas attaquer. Et à chaque fois qu'une unité adverse se retrouve au contact, elles doivent fuir de 2 hexagones complémentaires, et cela autant de fois que nécessaire si une unité adverse arrive au contact plusieurs fois. Heureusement, il y a une phase de recovery en fin de tour d'un joueur. Les unités disrupted ou en full retreat, qui ne sont pas dans des ZOC ennemis, voient leur état s'améliorer d'un cran automatiquement. Si par contre elles sont dans une ZOC ennemie, cela se règle par un jet de dés. Sur 5 ou 6 unités améliorent son état d'un niveau. Ce jet aura donc des modificateurs possibles. Plus 2 si elles sont dans une ville ou un fort contrôlé par son camp, plus 1 pour une unité d'élite, moins 1 pour les unités de mauvaise qualité. Il est possible de ne pas améliorer l'état des unités en full retreat de manière volontaire. Enfin, notez qu'il est possible de passer volontairement une unité en full retreat si celle-ci a un marqueur GQG ou disrupted. Ce sera notamment utile pour enlever volontairement les GQG qui bloqueraient autrement. Durant la phase de mouvement, chaque camp recevra des renforts qu'il pourra placer sur les points d'entrée correspondants. Les unités entrant en renfort doivent payer le coût en points de mouvement de l'hexagone où elles arrivent. Notez qu'elles peuvent arriver dans une ZOC ennemie. Pour les Allemands, chaque scénario met à disposition une feuille qui annonce pour chaque tour les unités qui arrivent et les zones correspondantes. Les zones sont indiquées par des lettres. En haut à droite des unités est rappelé le tour, puis la zone d'arrivée. Pour les Alliés, il n'y a que durant le scénario Sickle Cut qu'ils reçoivent des renforts. Ainsi, certaines unités sont indiquées sur la piste en elle-même, les autres sont indiquées par un nombre en bas à droite de chaque tour. On pioche aléatoirement le nombre d'unités indiquées par le tour donné, et chaque unité tirée a sa propre zone d'entrée indiquée en haut à droite du pion. Quand c'est possible, on ne placera les renforts alliés qu'un pion par emplacement avec la lettre désignée. On aura donc des renforts bien différents d'un tour sur l'autre, et rarement ce dont l'allié a besoin, sauf s'il a une chance pas possible évidemment. N'oubliez évidemment pas que les renforts peuvent arriver en train. Notez qu'il est possible de fermer un hexagone d'entrée en y faisant sortir une unité en bonne condition. C'est même une partie des points de victoire possibles dans le jeu.
Un hexagone ainsi fermé empêche d'y placer des renforts et l'unité qui est sortie par là ne peut plus être utilisée. Plusieurs règles spéciales sont communes aux différents scénarios. Nous allons en faire le tour rapidement. Les unités de reconnaissance, si elles sont seules dans leurs hexagones, quand elles sont attaquées, ignorent la perte d'un pas sur les résultats D1 ou DS. Dans les autres cas, le pas est perdu comme attendu. Rommel et Montgomery sont deux généraux souvent mis en avant, et c'est aussi le cas dans le jeu. En 1940, ils commandent chacun une division, ceci se traduit dans le jeu par des bonus qui leur sont propres. La 7e division Panzer représente Rommel. À chaque fois qu'elle attaque, défend, participe à un combat de percée ou dirige une défense déterminée, elle peut relancer un jet de dés. Et elle peut le faire 4 fois par tour. Oui, c'est énorme. Pour Montgomery, si son unité est en bon ordre et qu'elle participe à la défense d'un hexagone, elle est autorisée à le faire relancer sur le résultat du combat et à relancer un dé sur la défense déterminée. Dans l'hypothèse où un combat oppose Rommel et Monty, Rommel décide en premier s'il y a une relance. Combat de désengagement. Durant la phase de combat, une unité ou une pile d'unités peut conduire un combat de désengagement. Le joueur possédant une pile décide s'il y a un jet par unité ou par pile. Il s'agit d'un combat particulier qui ne vise pas à faire de dégâts à l'adversaire, mais à dégager l'unité exposée. Pour chaque unité de la pile, le joueur lance un dé et consulte la table de désengagement. On aura les modificateurs suivants. +1 si la troupe ou toutes les unités du groupe sont des unités d'élite, +1 si la troupe ou toutes les unités du groupe sont des unités mécanisées, et -1 si l'unité ou au moins une unité du groupe est de mauvaise qualité. Sur un résultat de 1 à 3, le combat de désengagement est un échec. Sur un résultat de 4, c'est un succès mais il y a une perte. Et sur un résultat de 5 ou 6, c'est un succès. En cas de succès, là où les unités concernées peuvent retraiter de 2 hexagones dans n'importe quelle direction en respectant les règles habituelles de la retraite. Elles sont alors marquées comme disruptives. Jetons un œil aux fortifications, car elles auront un impact important sur vos parties. Les unités de fortification représentent les points fortifiés créés avant la guerre et vous aideront dans votre défense de points clés. Ces unités sont considérées comme des unités normales, sans oc ni mouvement, et elles sont détruites si elles sont obligées de retraiter. Elles peuvent être choisies pour perdre un pas en cas de résultat échange sur les combats, et doivent être l'unité commandant une défense déterminée. En combat, elles apportent un décalage à gauche pour les défenseurs et donnent un bonus de +2 au jet d'isolation des unités non ravitaillées. Certains hexagones sont entourés d'un bord rouge, il s'agit d'hexagones fortifiés qui annulent le bonus de tank. Enfin, il existe aussi des bords d'hexagones de la ligne Maginot. Attaquer à travers ces bords divise la force de l'attaquant par 2. Notez que certaines unités sont appelées de l'infanterie de forteresse, elles se distinguent par un surlignage noir de leur point de mouvement. Ces unités ne peuvent bouger que si une unité allemande s'approche à moins de 2 hexagones de là où elle se trouve. On distingue 2 scénarios principaux dans le jeu. Sickle Cut, qui va nous permettre de jouer les percées allemandes qui déboulent des Ardennes et enclenchent la course à la mer, et l'opération Dynamo, qui vise à évacuer autant de troupes alliées possible de la poche formée par les Allemands. En plus de ces 2 scénarios, il y a désormais un scénario combiné qui vous permettra de jouer les 2 scénarios d'affilée. Chacun de ces scénarios possède des règles propres pour une meilleure immersion. Nous allons les voir rapidement. Commençons par le premier scénario, Sickle Cut. Un des points les plus importants sera l'utilisation des marqueurs GQG. Ces marqueurs visent à représenter la désorganisation et les hésitations du commandement français. En fin de tour allemand, il y a une phase de GQG. Durant cette phase, l'Allemand peut placer des pions GQG disponibles sur des piles alliées contenant au moins une unité française. Les QG alliés, ainsi que la 4e DCR de Gaulle, sont immunisés au GQG. Une fois les GQG placés, le joueur allemand jette 2 dés et retire les marqueurs indiqués par ces dés. Un marqueur GQG reste en place jusqu'à ce que les unités sous ce marqueur soient éliminées, soient marquées comme disrupted ou en full retreat. Il est possible évidemment de les passer en full retreat volontairement. Les unités sous ces marqueurs ne peuvent effectuer que des mouvements tactiques, elles ne peuvent attaquer ni effectuer de combat de désengagement, et ne peuvent s'empiler volontairement avec une autre unité sous marqueur de GQG. Toute unité qui se retrouve sur le même hexagone qu'une unité de GQG en fin de tour est désormais considérée elle aussi comme étant bloquée sous ce marqueur. Ces marqueurs vont ensuite disparaître les uns après les autres, comme indiqué sur la piste des tours de Sickle Cut.
Ce mécanisme permet donc à l'Allemand de perturber fortement la réaction alliée, surtout dans les premiers tours, avant que le commandement allié ne se ressaisisse. Un autre point très important sont les ordres Halt de von Rundstedt. Historiquement, avec la percée des divisions Panzer, Hitler craint que celles-ci ne s'isolent en allant trop vite, et von Rundstedt confirme cela en demandant une pause dans l'avancée. Concrètement, dans le jeu, cela donne la possibilité aux joueurs alliés d'utiliser cet ordre une fois par partie à partir du tour 5. Le fonctionnement va être assez similaire à celui des marqueurs GQG, mais il ne durera qu'un seul tour. Le joueur allié place ses 6 marqueurs Halt sur des piles allemandes contenant au moins une unité mécanisée. Ces piles doivent être plus à l'ouest que n'importe quelle unité allemande non mécanisée et à plus de 3 hexagones d'une unité allemande non mécanisée. C'est clairement un mécanisme pour couper la percée allemande et laisser le temps aux alliés de se ressaisir un peu. Comme pour les GQG, on jette ensuite 2 dés et on retire les marqueurs indiqués. La ligne d'île est une ligne de défense représentée par 3 marqueurs de position renforcés. Ces 3 marqueurs débutent le jeu en cours de construction et passent sur leur phase terminée à la fin de la phase de mouvement du tour 1 du joueur allié si une unité d'infanterie qui a commencé son tour sur cet hexagone est toujours présente. Une fois terminée, elle accorde un bonus comme un hexagone fortifié, c'est-à-dire un décalage à gauche et elle annule le décalage de char. Ces 3 pions sont éliminés sur certains résultats de défense déterminés, si les unités qui étaient dessus sont détruites ou forcées de retraiter, ou s'il n'y a plus d'unité d'alliés dessus au moment de la phase de ravitaillement allié. Durant le premier tour allemand, afin de représenter la supériorité aérienne au moment de l'attaque, les Allemands peuvent utiliser plusieurs soutiens aériens par attaque alors qu'elles sont normalement limitées par 1 par combat le reste de la partie. Voilà pour les règles dédiées à ce scénario, mais concrètement, comment gagne-t-on Sickle Cut ? Les Alliés vont gagner des points de victoire de la manière suivante. 1 point par unité allemande multistep éliminée. 1 point par une unité mécanisée allemande isolée au moment de la fin de la partie. 10 points si les Alliés peuvent tracer une ligne continue de chemin de fer depuis un hexagone d'entrée X ou N vers un hexagone d'entrée S ou W. Tous les rails doivent être libres de la présence d'une unité allemande, d'une ZOC allemande, même neutralisée. 5 points si le cas précédent ne peut être réalisé mais qu'il est possible de tracer une ligne de ravitaillement entre les mêmes hexagones d'entrée. De leur côté, les Allemands gagnent les points de victoire suivants. 1 point pour chaque hexagone d'entrée fermée, 10 points si les Alliés n'ont pas été capables de gagner leurs 10 points, et 1 point pour chaque unité ravitaillée qui a quitté la carte par un hexagone d'entrée X. Comme vous pouvez le voir, les deux camps peuvent marquer des points dont une partie sont antagonistes. Un camp aura les points au détriment de l'autre camp. Si on regarde la carte de plus près, le gros enjeu pour les deux camps sera donc de se battre pour Abbeville. Pourquoi ? Tout simplement parce que si les Allemands prennent Abbeville ou coupent les lignes de ravitaillement de rails au nord de la ville, ils gagnent les 10 points de victoire. C'est la course à la mer historique. Couper le ravitaillement du corps allié engagé en Belgique. L'objectif central est donc le secteur Abbeville, mais il faut bien prendre en compte que pour les Allemands, c'est une course contre la montre, atteindre la mer avant la fin de partie, en perdant sans doute un tour à cause de l'ordre Halt. Prenez aussi bien en compte que les unités mécanisées allemandes isolées rapportent des points à l'allié. J'ai perdu bêtement une partie comme cela, j'ai réussi à couper les lignes de ravitaillement alliées, mais en oubliant ce point de règle, j'ai lancé des offensives inutiles pour le fun, et perdu car mes divisions Panzer ont été encerclées sans combat. Boulette. Le deuxième scénario est la suite logique du premier. Une fois la poche fermée, les Allemands poussent de partout et tentent de capturer ou de détruire des unités ennemies. Les Alliés vont, eux, tout faire pour évacuer leurs troupes. Dans ce scénario, on retrouve un ordre Halt qui marche à peu près comme celui de Sickle Cut, avec les modifications suivantes. Il court du tour 1 au tour 3. Les 6 marqueurs sont placés au tout début du scénario. Une unité Panzer sous jeton Halt qui retraite est marquée comme disrupted. Durant la phase initiale allemande, chaque pile sous marqueur Halt reçoit un remplacement, et on choisit une unité de la pile et on le restaure à sa puissance complète. Concernant les unités belges, la Belgique se rend durant une phase initiale alliée si Bruges est prise ou automatiquement au tour 5. En cas de reddition, on retire toutes les unités belges. Notez par ailleurs que les unités belges ne peuvent aller en France et ne peuvent que être sur un hexagone frontalier si elles accompagnent une unité française. Concentrons-nous maintenant sur l'évacuation des unités alliées, ce qui va être le cœur du jeu pour ce scénario. À partir du tour 4, les Alliés peuvent commencer à évacuer les unités depuis le port de Dunkerque. À partir du tour 5, les unités peuvent être évacuées depuis les hexagones de plage de Dunkerque.
Comment cela fonctionne-t-il? Pour être évacué, une unité doit se trouver dans le port de Dunkerque ou sur les 2 hexagones de plage. Le nombre d'unités qui peuvent être évacuées va changer chaque tour. On va lancer un dé pour le port, un dé pour les plages. Comme vous pouvez le voir, sur les plages, on peut échouer à évacuer une unité et lui mettre un marqueur +2 pour le prochain jet. Notez que si cette unité défend à pleine force, elle ne peut attaquer et perd son marqueur si elle est forcée de retraiter ou de se déplacer. Si une unité allemande est au contact avec une unité alliée cherchant à évacuer, l'allié jette non pas 1, mais 2 dés et utilise la valeur la plus basse. Cela représente le harcèlement par les unités allemandes. Enfin, s'il n'y a aucune unité à Dunkerque, les alliés peuvent tenter d'évacuer des unités depuis Ostende ou Calais, s'ils contrôlent encore ces villes. On trouve d'autres règles propres à ce scénario. Les alliés reçoivent chaque tour 2 pions d'aviation, qui fonctionnent comme les avions allemands pour les soutiens. Les Allemands, de leur côté, ne reçoivent plus que 3. Les QG alliés démarrent les scénarios sur leur face utilisée et ne pourront pas revenir sur leur face normale pour représenter le manque de munitions. Il y a quelques restrictions pour les Allemands. Les 2e et 10e divisions Panzer ne participent pas à la bataille. Elles ne peuvent attaquer ou se déplacer, mais se défendent normalement. La 1re division Panzer ne peut se déplacer tant que Calais n'est pas débarrassée de troupes alliées. Elle ne peut, à chaque tour, que attaquer Calais et bouger dedans. Une fois la ville prise, elle peut bouger normalement. À partir du tour 6, l'Allemand doit retirer les troupes indiquées par la piste de tour, quelles que soient leurs conditions sur la carte. Les rémanents d'unités anglaises ont un pas de plus, des rémanents 003, avec une valeur d'empilement de 0 et qui sont considérés en permanence comme une retraite complète. Pour ce qui est des conditions de victoire, elles sont plus simples que sur le scénario de Sickle-Cut. Les Alliés gagnent immédiatement s'ils parviennent à évacuer, soit via les plages, soit via l'hexagone du sud ou de l'ouest, 15 unités dont au moins 10 doivent être anglaises. Sinon, on compte les points de victoire ainsi. Plus 1 pour chaque unité évacuée par la mer ou par les hexagones sud ou ouest, plus 1 par unité française sur le terrain est considérée comme ravitaillée, plus 1 par unité allemande avec plusieurs pas éliminés durant la partie, et moins 1 par unité anglaise éliminée ou toujours sur le terrain. Si le total est de 15 ou plus, les Alliés gagnent, autrement, la victoire est pour le camp allemand. Je n'entrerai pas dans le détail ici du scénario combiné qui est décrit dans le playbook du jeu, mais j'ai eu de la chance de jouer, au moins en partie. Donc parlons-en rapidement. Le but de ce scénario est évidemment de vous permettre de jouer les 2 scénarios exposés avant d'affilée, sans changer de setup et en conservant vos unités d'un scénario à l'autre en étant le plus fluide possible. On a donc un bricolage qui reste plutôt sympa, mais reste un bricolage. En effet, on va avoir des lignes imaginaires que les unités alliées ne peuvent commencer à franchir que sous certaines conditions. Cela afin de pouvoir permettre une victoire allemande sur la première partie du scénario. En effet, si les Allemands n'atteignent pas leur objectif sur la première moitié, il n'y a évidemment pas de seconde partie. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma partie. Je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif, la partie s'est donc terminée là. Il faut dire que dans le scénario combiné, c'est encore plus difficile pour l'Allemand de réussir son objectif si l'Allié réussit à s'accrocher au terrain et à contre-attaquer. Cela reste malgré tout un challenge intéressant que je vous conseille. On a fait le tour de l'ensemble des scénarios proposés par le jeu, ils sont plutôt bien faits et vont vous offrir de vrais défis, ce qui les rend encore plus intéressants. Je ne peux par contre que vous rappeler de relire en permanence les objectifs de victoire pour chacun des camps. Et quand je dis en permanence, ce n'est pas pour rien. Les conditions seront importantes et vu la difficulté pour chacun des camps, cela peut se jouer à un petit rien. Bien, que pensez de ce jeu? On retrouve les mécanismes propres au jeu de Simonitch et cela marche toujours aussi bien. Mais la vraie force, c'est d'avoir su transformer ce qui semble une évidence historique en un challenge pour les 2 camps. L'Allié prend vraiment très cher sur les premiers tours, mais de son côté, l'Allemand doit pousser sans cesse, parfois s'exposer en espérant que cela se passe sans trop de dégâts pour réussir son objectif. On est dans une course, un long sprint pour l'Allemand, mais un long marathon pour l'Allié, qui doit prendre son mal en patience et envoyer quelques bonnes droites dès qu'il le peut, tout en construisant une force à même de pouvoir contre-attaquer en fin de partie et faire échouer le point allemand. Cette double course amène un vrai intérêt au jeu et une certaine asymétrie plaisante. Le théâtre d'opération choisi amène son lot de terrains différents. Les grandes plaines permettent à l'Allemand de lancer de grandes chevauchées mécanisées, mais les nombreuses coupures humides sont un espoir pour l'Allié s'il arrive à s'y positionner en force. On enchaîne donc entre manœuvres et points de blocage, ce qui donne un bon rythme au jeu. De même, on va avoir des choix à faire côté allié.
défense haute, tenter une défense en profondeur en ralentissant les Allemands, sacrifier une zone de terrain pour tenter de conserver le reste. Ce sont des choix à faire qui impacteront la partie et peuvent apporter plusieurs manières de gagner ou de perdre. Rien n'est déterminé à l'avance. Le scénario combiné, s'il a un bon potentiel, révèle quand même d'un bon bricolage qui pourra en rebuter plus d'un, son système de lignes imaginaires n'étant pas ce qu'il y a de plus marrant à gérer, ni de plus immersif. Chacun des petits scénarios se joue en une journée et demie, le genre de format qui se prête donc parfaitement à une partie Vassal. Par exemple, sur les 2 parties faites via Vassal chaque soir, nous faisions 2 tours en moyenne, sur des sessions de 2 à 2h30. Une partie était bouclée en environ 5 soirées. On est donc sur un jeu rythmé, un joli jeu accessible, digne membre de la série des Simonich, et sur un terrain très intéressant, surtout si vous avez envie de vous rendre compte de l'échec total qu'a été le haut commandement allié en ce début de Seconde Guerre mondiale. Cette seconde vidéo de la série dédiée à Simonich se termine. J'espère que tout cela vous a plu, que cette découverte de France 40 vous intéresse et vous motive à y jouer. N'hésitez pas, le module Vassal est là pour ça. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions, faire vos remarques, souligner les erreurs que j'ai pu faire. Et je vous dis à très bientôt.